Bonjour à tous et bienvenue dans ce nouvel épisode de Rezaïn. Dans Rezaïn, nous partageons une grosse dose de motivation pour, après un doctorat, réussir votre transition entre le laboratoire académique et l'entreprise privée. Nous sommes 3 docteurs en biologie, travaillons actuellement en entreprise et fondateurs de l'association Resalience PhD. À travers Resalience et ce podcast Rezaïn, nous partageons notre expérience afin que vous puissiez trouver avec succès votre prochain poste. Rezaïn, c'est parti. Bonjour à tous et bienvenue dans ce nouvel épisode de Rezaïn. C'est la 11e édition et pour ce 11e épisode, je suis aujourd'hui avec Delphine. Salut Delphine. Salut Alexis, bonjour à tous, bonjour à toutes. J'espère que tu vas bien, que tu as la forme. Mais oui, mais comme d'habitude, je mange du lion chaque matin, donc au taquet. Et a priori, le lion dure dans l'organisme, puisque là, c'est le premier épisode qu'on enregistre en soirée, pour être tout à fait transparent avec vous. Voilà, normalement, on enregistre un peu plus tôt dans la journée, donc là c'est le soir. On va essayer quand même de garder le même niveau d'énergie. Mais bien sûr, j'ai failli dire bonsoir d'ailleurs, mais bon, bref. Alors aujourd'hui, l'épisode du jour, docteur versus ingénieur, la battle, qui sera le meilleur? Non, au-delà de ça, en fait, ce qu'on souhaite aujourd'hui, le sujet qu'on souhaite aborder, c'est qu'effectivement, il y a quand même pas mal de postes qui ne mentionnent pas forcément le mot, ou en tout cas le diplôme de doctorat, de PhD, mais qui peut mentionner ingénieur ou à partir de Bac+5. Et voilà, c'est surtout sur ça qu'on souhaite commenter et qu'on vous donne un peu notre vision sur ce sujet-là. Avant de commencer, on souhaitait revenir sur un post qu'a fait Delphine il y a quelques semaines de ça sur LinkedIn. Écoute, je peux te laisser peut-être redécrire quel était ce post et surtout qu'est-ce que tu dénonçais à travers ça. Ça marche. Oui, donc c'était un post il y a quelques semaines, effectivement, qui s'intitule «Le coup de gueule du jour». Alors, en fait, c'est pas, à l'origine, c'était pas moi directement qui avait vu cette superbe offre d'emploi. C'était un mentoré de notre programme de mentorat ou un mentor, si je me trompe, mais je crois un mentoré, bref, Je crois qui que c'était un disait: «Oh là mentoré, là». tout à fait, Ouais. qui nous a partagé ça sur le groupe Telegram qu'on a avec tous les mentorés. Ouais. Exactement, et donc il disait: «Oh là là, regardez l'intitulé de cette offre, c'est scandaleux», et donc c'était une offre sur, LinkedIn Jobs, qui s'intitule, tenez-vous bien: «Étudiant en post-doctorat», et donc nous on n'aime pas ça pour mille et une raisons. Déjà le terme étudiant quand on est, en cours de doctorat, alors c'est pas que c'est faux, on est inscrit à l'université, à la fin on a un diplôme, il y a un côté études, mais on veut vraiment mettre en valeur, le chargé de projet R&D, la personne, qui gère et effectue son projet. Donc l'aspect étudiant, on le trouve un petit peu, enfin, rabaissant, je sais pas si c'est le bon terme, mais dévalorisant par rapport à ce Ouais, que fait, dévalorisant, ouais, un complètement, ouais. doctorant. Et donc de voir de nouveau ce terme qui nous laisse un petit peu un avis mitigé pour un pour un postdoc, enfin pour un docteur, il est docteur, et c'est déjà le summum des diplômes dans le monde entier, et on vient encore lui coller ce terme d'étudiant. Bon, ça l'a saoulé, ça nous a saoulés, ça nous a tous saoulés. Et donc j'avais envie de râler ce jour-là parce que ça m'arrive, et donc j'en ai fait un post sur LinkedIn, tout ça pour ça. Et donc voilà, c'est le coup de gueule du jour, et j'ai mis non, non, non avec des smileys pas contents, en disant que, voilà, tout ce que je viens de vous expliquer, ça dévalorise. Il y a déjà parfois tellement de soucis. Alors ça peut venir des docteurs eux-mêmes, des recruteurs eux-mêmes. Bon, les torts sont partagés, j'ai envie de dire. Et donc là, j'ai vraiment voulu, enfoncer le clou, sur ce sujet-là, avec une capture d'écran. Et c'est, bon voilà, pour la petite histoire, un des posts qui a le mieux marché de tout ce que je vous raconte depuis un peu plus de 2 ans. Voilà, de plusieurs centaines, de réactions, plusieurs dizaines de commentaires, beaucoup de repartages, et plusieurs dizaines de milliers d'impressions. Donc c'est l'apparition sur vos écrans, du post. Donc voilà, les gens avaient beaucoup de choses à dire, en la
majorité des réactions, c'était pour partager ce sentiment un petit peu de révolte en voyant ce type d'offre. Et c'est pas la première et c'est pas la dernière malheureusement. Mais voilà, on va en parler, on va dire ce qu'on en pense sur ce sujet-là, que ce soit, voilà, autour du doctorant, du docteur, sa perception sur le marché du travail, avec un peu cette confrontation, avec les ingénieurs qu'on aime beaucoup au fond de nous, hein, vous inquiétez pas. Oui, il y a même des docteurs ingénieurs. Et oui, oui, oui. Et non, mais ouais, par rapport à ce poste-là, c'est vrai que c'est voilà, la discussion que ça a suscité et effectivement, l'engouement que le poste a pu générer, ça montre aussi qu'il y a quand même de nombreuses personnes qui pensent comme nous, en fait, que, c'est important de placer les personnes, en tout cas, à leur juste valeur. Donc effectivement, le côté, étudiant de postdoc, c'est juste, une aberration complète. Ce qui était le plus, en fait, le plus, oui, le plus choquant, parce qu'en fait, c'est choquant, c'est que, c'était un laboratoire académique, en fait, hein, qui forment eux-mêmes des doctorants qui derrière, mettent étudiants de postdoc. Voilà, c'est assez révoltant de voir en 2023 encore ce genre de poste. L'étudiant de doctorat, alors n'en parlons même pas. Moi, je pense que par rapport à ça, c'est important que vous ne vous sentez pas dévalorisé. Et surtout, quand vous êtes en doctorat, considérez-vous non pas comme un étudiant, mais réellement comme un professionnel de la recherche. Alors certes, oui, toujours en formation, parce que vous êtes encadré par un directeur de recherche, parce qu'à la fin, parce que vous êtes inscrit à l'université, parce qu'à la fin, il y aura un diplôme. Mais finalement, votre quotidien aujourd'hui en thèse, il est quand même beaucoup plus proche du quotidien du chercheur que du quotidien de l'étudiant qui va en cours, en amphi, en TD ou d'ailleurs qui n'y va pas, euh, ou qui ne va pas à tous les cours. Aujourd'hui, vous êtes aussi salarié d'un laboratoire, hein, et voilà, du lundi au vendredi, vous allez bosser, vous y passez des heures et des heures. Vous y allez certainement le week-end. Donc voilà, vraiment considérez-vous Ouais. comme un professionnel de la recherche. Alors effectivement avec un diplôme à la fin, mais voilà, c'est important. Et si vous nous écoutez, juste allez sur votre LinkedIn et vérifiez bien que dans votre description, vous n'avez pas mis étudiant de doctorat. On en voit encore énormément de doctorants qui se qualifient comme ça. S'il vous plaît, voilà, mettez ce que vous voulez, mais ne mettez plus étudiant de doctorat, parce que quelque part, et surtout en plus, le sujet de résilience, c'est aussi l'emploi. Aujourd'hui, quand un recruteur tombe sur votre page et voit que vous-même, vous vous considérez comme étudiant et non pas comme professionnel, bah, quelque part, vous ne servez pas votre cause. Donc, enlevez-moi tous ces étudiants de doctorat. Ça pourra que vous servir et également servir voilà, la cause. Je pense Mmh. que c'est important qu'aujourd'hui le doctorat soit reconnu à sa juste valeur. Et c'est un travail d'équipe. Voilà, on doit tous se sentir concernés. Ouais, carrément. C'est bien que tu fasses cet ajout-là. Je repense aux milliers de personnes de mon réseau LinkedIn. Il y a beaucoup de alors en anglais, j'ai l'impression que ça choque moins, pardon. Il y a beaucoup de PhD students, Ouais, mais tu as raison. mais Remplacez-les par ça ne va PhD pas. candidate. Oui, 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 pourquoi pas, carrément. Non, mais tu as raison. Et c'est vrai qu'il y a beaucoup effectivement de PhD students, finalement, c'est étudiants de doctorat. Donc, bah, faut enlever tout ça, quoi. Mmh. On m'avait fait Stop. la remarque non, mais c'est vrai que le vocabulaire, il véhicule des idées, qui peuvent être à notre avantage ou notre désavantage et je me souviens que j'avais fait un post sur le fait que thésard, j'aimais pas ça, étudiant en thèse, j'aimais pas ça et que je privilégiais le terme doctorant et quelqu'un m'a dit: «Mais doctorant, à la base, c'est même pas un nom commun, c'est un participe présent de quelqu'un qui fait un doctorat, donc c'est même pas un super mot» et enfin, je sais pas, déjà au niveau du vocabulaire, on a un problème et ça se répercute forcément après dans la perception de la personne, de ses compétences et cetera, tout ce que tu disais juste avant Alexis. Donc Ouais, ouais. voilà, moi ce que j'aime bien mettre, que ce soit dans un CV, mais sur le profil LinkedIn finalement c'est un peu la même chose. Chargé de projet R&D, pourquoi pas tiret thèse, tiret, doctorat ou ce que vous voulez pour pas, faire croire que c'est autre chose
Et voilà. Et j'ai encore un truc à dire. On part dans tous les sens, mais ça reste quand même Non, non, je pense en que lien avec notre propos. ouais, tout à fait, ouais. Heu, Oui. c'est, je me souviens que j'avais eu cette discussion, pendant que j'étais en thèse avec quelqu'un d'autre, où je disais: «Beh, moi, j'ai envie de me considérer», donc voilà, moi, j'avais un financement de CNRS, bref, je disais: «Moi, je suis salariée du CNRS et je suis étudiante dans un second temps», et la personne m'avait répondu: «Mais moi, je suis pas d'accord, j'estime que j'apprends. Mais moi, je compte bien apprendre jusqu'au au dernier jour de ma vie, si je peux», et dans mon équipe, il y avait des ingénieurs, par exemple, qui étaient en poste depuis peut-être 20 ans. Elles apprennent aussi, elles étaient aussi encadrées, d'une certaine façon par la chef d'équipe, et le fait d'apprendre, enfin, j'ose espérer que ça ne s'arrête pas, au dernier jour du doctorat, et c'est pas parce qu'on est en poste qu'on n'apprend plus et donc qu'on mérite de ne plus être appelé étudiant. On apprend tout le temps et puis les études, c'est un moyen parmi tant d'autres. Donc voilà, je voulais juste, ajouter ce côté, mais c'est pas parce qu'on est supervisé et encadré, qu'on est forcément étudiant et moins compétent. Et je suis entièrement d'accord avec toi et si on fait la comparaison avec d'autres formations, par exemple, je sais pas, tu prends le métier de boulanger, je sais pas, c'est CAP, un BEP, enfin peu importe. En tout cas, la personne qui finit sa formation, et je pense qu'à son diplôme, se définira comme boulanger avec un bac plus, je sais pas, un bac plus 2 peut-être. Alors que pour beaucoup de docteurs, avec un bac plus 8, ils vont pas se considérer comme chercheurs, alors qu'ils ont un bac plus 8, quoi. Donc voilà, finalement, quand on fait le parallèle par rapport à d'autres formations, je pense qu'après un bac plus 8, vous êtes tout à fait légitime à avoir le statut, le rôle, le métier, je ne sais pas comment vous Le souhaitez définir titre, ça, le oui, titre oui. Mmh. de chercheur. Voilà, vous avez fait un doctorat, ça forme à, alors, je vais dire ça forme à être chercheur, oui, mais pas que. Et c'est justement tout l'intérêt de Résalliance. Mais voilà, donc définissez-vous comme professionnel de la recherche, mais même quand vous êtes en, en doctorat et surtout, voilà, ne vous rabaissez pas euh, avec voilà, des formules comme étudiant de doctorat qui, je pense, ne vous placent pas sur votre meilleur jour. Mmh, mmh mh. C'est rigolo que tu parles de ça parce que, avant d'enregistrer ce podcast tout à l'heure, pardon, je regardais une interview, donc d'une étudiante, excusez-moi, en master 2 et en neurosciences, et donc elle se présente, elle dit: «Je suis neuroscientifique», et elle a tellement raison, et sur le coup, ça peut paraître un peu: «Oh bah, dis donc, elle a de l'assurance, elle a pas encore son master, elle est déjà neuroscientifique». Bah oui, en fait. C'est ce qu'elle fait, c'est sa passion, c'est, ce qu'elle mange, plusieurs dizaines d'heures, par semaine. Donc je pense qu'il faut vraiment, après peut-être enfin, là, c'est le moment où je switch dans ce que je voulais réellement raconter aujourd'hui, ce côté confiance que les doctorants et docteurs doivent absolument, travailler par tous les moyens. Je ne sais pas si tu voulais rebondir là-dessus, Alexis, avant que j'enquille sur mon histoire de manque de confiance? Non, j'ai pas grand-chose à ajouter. Pas du tout. Hem, donc c'était pour ce côté, voilà, docteur versus ingénieur. Quand je réfléchissais sur le sujet, que ce soit par, ce que j'ai pu vivre moi ou ce que j'ai pu voir, voilà, des copains de thèse qui vivent, et avec cette histoire de donc je vais dire le mot confrontation, mais voilà, c'est en mettant un petit peu d'humour, bien sûr, avec les ingénieurs. Je pense vraiment qu'il y a un manque de confiance des docteurs, qui le vivent et puis qui le répercutent en entretien, et cetera. Puis après, c'est un cercle vicieux finalement, et donc il y a ce vocabulaire, je vais pas revenir dessus. Hem, il y a par rapport à ce que tu viens de dire, on est formé par la recherche, pour la recherche, mais pas que, et j'ai peur, moi j'ai peur là-dedans que, on soit tellement spécialisé sur notre sujet, on est dans la recherche, c'est déjà quelque chose d'assez restreint par rapport à la population totale, d'un pays, si on veut, tout le monde ne fait pas de la recherche. En plus, on est sur un sujet super, super, super précis, et voilà, donc moi j'aimerais bien que vous preniez un petit peu de recul par rapport à ça, pour gagner cette confiance qui potentiellement nous manque, et de se dire: «OK, on est dans la recherche, on bosse sur un sujet très, très, très pointu, mais c'est pas pour ça que vous savez pas faire plein de choses dans plein de domaines», et donc c'est pour ça que j'y pensais, c'est que ça recoupe, Alexis, ce que tu disais juste avant sur, sur le fait qu'en fait on sait faire plein d'autres choses. Alors si jamais fallait en reparler, mais je crois qu'on a fait un podcast dédié à ça,
sur les compétences des docteurs, non? On a eu cette Oui, conversation? oui, oui, je sais plus comment il s'appelait, L'intitulé exact. ouais. Mais voilà, sur l'adaptation, le travail en équipe, sur le fait de switcher, de plein de différentes tâches, de gérer, voilà, un nombre de tâches importants, mais aussi de nature très, très différente, ce genre de choses. Donc il y a ce Il me semble que côté c'était l'épisode, «Pourquoi votre profil n'attire pas les recruteurs?» ah voilà, Il me semble que c'était celui-là, ouais. ouais, 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 et qui complète bien d'ailleurs, ce qu'on a à vous raconter aujourd'hui. Ouais et finalement, ça fait plutôt bien, le lien par rapport, avec, le sujet du jour, hein, qui est, docteur versus, ingénieur et donc tu parlais peut-être d'un peu de manque de confiance en soi ou en tout cas la façon de se valoriser, également de mettre en avant les compétences qu'on retire, du doctorat. Souvent quand on est en thèse, quand on est notre quotidien, c'est les manips, hein. On pense que notre expertise, c'est, la culture sales, c'est le western blot, c'est la QPCR. Alors qu'aujourd'hui, si on prend juste l'exemple de nous 3, donc Asia, toi Delphine et moi, effectivement, on utilise je pense toujours nos compétences, certaines compétences qu'on a développées en doctorat, même beaucoup. Par contre, aujourd'hui, ce qui fait le cœur de notre expertise, c'est pas le western blot, c'est pas la Pas du culture tout. cellulaire et c'est pas la QPCR. Alors que je pense qu'on était quand même plutôt les 3 assez convaincus que, c'était nos de grosses compétences qu'on avait, ce Ah qui oui. était le cas. Mais sorti du Mmh. monde de la R&D, en fait, ça va faire un western blot, ça sert plus à grand chose. Par contre, voilà, tout ce qu'on va faire autour pour arriver à mettre en place un western blot et à l'analyser, ça oui, effectivement, c'est les compétences qu'on va pouvoir en tirer. Écoute, Delphine, je te propose de basculer du coup réellement dans le sujet du jour, donc docteur versus ingénieur. Et finalement, la question qu'on souhaite aborder aujourd'hui, c'est alors à la fois quand on regarde des offres et que des fois il n'y a pas enfin, beaucoup d'offres ne mentionnent pas forcément, qu'ils recherchent des docteurs ou des PhD, mais mentionnent un niveau d'études, ingénieur, bac+5, master, des fois c'est écrit ou plus, hem et donc en fait finalement est-ce qu'il faut et ça c'est ma première question tiens Delphine, est-ce qu'il faut s'arrêter finalement à postuler qu'aux offres qui mentionnent, le doctorat dans, le niveau d'études? Alors Alexis, la réponse est non. Donc j'ai une autre question Delphine. Non, non, si tu ouais, si tu peux développer un peu, là-dessus. Évidemment. Alors, il y a beaucoup de choses à dire. La 1re qui me vient à l'esprit, bah, c'est mon exemple, pas pour me mettre en avant pour le plaisir, mais c'est parce que, bah, du coup, c'est le cas que je connais le mieux. Tiens, il faudrait que je vérifie, mais l'annonce à laquelle j'ai répondu pour le poste que j'occupe actuellement, donc le consulting en financement, je suis pas sûre qu'il faisait ouvertement, référence au doctorat, j'ai un doute. En tout cas, mon métier, il est accessible au bac+5 et c'est très bien et c'est tout à fait vrai d'ailleurs et moi je trouve ça intéressant parce qu'on pourrait se dire, à tort, je pense: «Ah bah, si ce métier il est accessible au bac+5», alors il y a plein de choses qui peuvent se mélanger. Ça peut dire cette fameuse phrase: «J'ai fait un doctorat pour rien». Bon bref, ce que je ne pense pas du tout. Ou ça peut peut-être, implicitement vous donner l'idée que, mais peut-être ce métier il est peut-être pas, assez intéressant pour moi, il est peut-être pas assez compliqué, il est peut-être pas d'assez haut niveau. Hem je suis pas sûre qu'il faille voir les choses comme ça, parce que même si on est là pour remettre le doctorat très en avant, je suis quand même, convaincue qu'il y a des compétences qu'on a développées, bien avant, que ce soit au niveau bac+5 ou même avant et puis même dans sa vie personnelle, de s'organiser, de s'impliquer, de faire les choses avec sérieux, avec attention et qualité et cetera. Il y a pas, que dans notre vie professionnelle qu'on développe des compétences, ça c'est évident. Ensuite, par rapport à ta question, ça peut tiens, par rapport au côté, compétition, quand on candidate, on le sait, on n'est pas le seul à candidater, on est peut-être avec, plusieurs dizaines, plus d'une centaine ou je ne sais pas combien d'autres personnes qui vont postuler au même poste. Le doctorat, ça peut être l'occasion de montrer, qu'on a quelque chose en plus, alors sans faire peur, aux recruteurs, sans aller dans peut-être un excès de confiance
ou une fierté qui serait mal placée, j'en sais rien. Mais vraiment le présenter comme un atout et de dire, «Regardez, j'ai déjà, 3 ou 4 ans d'expérience», alors peut-être pas exactement dans le domaine de ce qu'on vise, c'est ce qu'on disait, on va pas forcément postuler que dans la recherche, mais aller mettre en lumière toutes les compétences qu'on aura renforcées, dans le vrai, sur le terrain, dans une vraie expérience professionnelle qui est exigeante, voilà, que ce soit en termes d'investissement, peut-être de volume horaire, peut-être de gestion de stress, de tâches à accomplir, je sais pas moi, de projets interdisciplinaires ou inter-équipes à gérer. Donc ça peut être l'occasion de se démarquer et heu et voilà, à mon sens, il faut pas rester sur un sentiment d'avoir l'impression de se brimer à se dire: «Ah, je postule un truc, bac+5, c'est pas bien». Il y a sûrement d'autres choses à dire, mais du coup, je suis curieuse, Alexis, de savoir ce qui, toi, te vient à l'esprit sur ce sujet-là. Alors moi, ce qui me vient à l'esprit, c'est qu'en fait, je pense qu'il faut surtout considérer votre doctorat comme une expérience professionnelle avant de le considérer comme une formation diplômante. Heu et Mmh, donc et donc comme, étudiant, en fait. Aujourd'hui, je prends une grosse différence que vous avez par rapport aux ingénieurs, c'est justement ces 3 ans d'expérience. Vous avez travaillé pendant 3 ans, et donc voilà, vous avez déjà découvert, alors pas le monde de l'entreprise, mais en tout cas, le monde du travail en ayant des mmh, responsabilités, des objectifs, des comptes à rendre, une hiérarchie, travailler avec des collègues, travailler en équipe, développer de nouveaux projets, aller chercher des compétences que vous n'avez pas. Voilà, tout ça, vous l'avez fait pendant 3 ans et ça, je pense, c'est une énorme différence versus les ingénieurs. A contrario, je pense que la plus grande force des ingénieurs versus les docteurs, c'est la façon de se vendre. C'est-à-dire qu'aujourd'hui, à compétences, allez, égales, voire supérieures pour le docteur, ça peut être souvent l'ingénieur qui va être sélectionné parce qu'en fait, il se sera beaucoup mieux vendu lors des entretiens. Et ça, je pense que c'est la grosse faiblesse aujourd'hui à la sortie du doctorat. C'est la façon de se vendre, de mettre en avant ses compétences et finalement d'articuler aussi son CV en fonction de enfin son CV d'ailleurs ou son discours lors des entretiens, de finalement orienter son discours en fonction de ce que la personne en face souhaite entendre. Je me rappelle, j'avais discuté. Alors à l'époque, j'étais en thèse donc c'était avec une personne qui était docteur, qui faisait du recrutement et je lui posais justement cette question, docteur versus ingénieur et elle me disait en fait, assez régulièrement des fois quand on demande aux docteurs de décrire leur thèse, en fait, ils vont, parce qu'on est passionné aussi, mais ils vont aller beaucoup trop dans le détail et finalement, noyer complètement la personne qu'ils ont en face, qui est des fois pas scientifique parce que c'est des ressources humaines et en fait, passer complètement à côté de l'entretien parce que le discours, que tient le docteur est pas adapté à ce que souhaite mmh. entendre le recruteur, en face. Versus un ingénieur qui sera beaucoup plus des fois, droit au but, beaucoup plus, clair dans ses propos ou en tout cas clair par rapport à la problématique qu'a la personne, en face de lui. Donc c'est souvent pas une question de compétence, mais plutôt une façon d'articuler, de raconter finalement son histoire en fonction des problématiques de la personne qui est en face. Donc Ouais, pardon, vas-y. ouais, non, ce que j'allais dire, voilà, je pense que ça, c'est quelque chose à travailler, hein. C'est ce qu'on appelle un peu le storytelling, hein. C'est la façon de vous présenter, de vous mettre en avant, de rendre aussi votre discours, unique, mais pas noyer en tout cas la personne que vous avez en face dans quelque chose qu'elle a pas envie ou besoin d'entendre et finalement, vous desservir, surtout en plus si vous postulez, admettons, sur des postes qui sont pas liés à la R&D et que vous, en fait, vous allez décrire votre thèse et forcément, vous allez être hyper passionné par ce que vous allez raconter. Donc ça va se sentir et du coup, en face, la personne, elle peut avoir le sentiment de se dire: «Beh, finalement, la personne que j'ai en face, la personne là que je suis en train de recruter, est-ce elle me semble encore beaucoup trop passionnée par le monde de la recherche et j'ai peur que sur des métiers hors R&D, eh beh, qu'elle me claque, entre les doigts d'ici 1 mois, 2 mois parce qu'en fait, ce qu'elle aime, c'est de la recherche. Donc faites attention aussi à ça, ce côté des fois trop passionné, par sa thèse, ça peut aussi vous desservir. Mmh.
Ton partage me rappelle une anecdote, donc en tant que consultante en financement de la recherche. Donc en deux trois mots, mon quotidien, c'est que en gros, je vais interviewer, les équipes techniques, des sociétés que j'accompagne pour voir si elles peuvent prétendre à des aides financières. Donc il y a un enjeu et certains, c'est rigolo, certains comprennent qu'il y a un petit côté, tu parlais de storytelling, un petit côté marketing, ça devrait pas forcément intervenir parce que moi je viens voir qu'est-ce qui est la R&D de ce qui n'en est pas. Mais voilà, certains, on sent qu'ils veulent, enjoliver et cetera pour montrer que ce qu'ils font, ça a du poids, de l'intérêt, une valeur ajoutée et cetera et que, bah, ils mériteraient bien d'avoir ces aides gouvernementales. Bref, pour, l'anecdote que je voulais vous raconter, en écho avec ce que tu viens de dire Alexis, j'avais un rendez-vous il y a, quelques semaines, peu importe, dans une société où j'ai interviewé d'abord, une docteure. Donc elle avait soutenu 2 mois plus tôt et elle commençait son nouveau poste. Juste après un ingénieur et alors c'était très, très parlant, presque caricatural. Cette docteure que j'ai questionnée, alors je lui demandais, voilà son projet dans la société, les tenants, les aboutissants pour bien comprendre ce que c'était et puis, poser mon «diagnostic» entre guillemets et dans ce contexte-là, je dois m'intéresser au profil des personnes et donc je lui demande, «Il me semble que vous avez un PhD», mais en fait c'était juste pour valider son niveau d'études. Elle me dit: «Oui, dans telle discipline». D'accord et là, il y a ses yeux qui se sont allumés et qui m'a dit, «Vous voulez que je vous décrive mes travaux de thèse?» Et intérieurement, je me suis dit: «Mais pas du tout, en fait». Et j'avais l'impression qu'elle avait beaucoup plus envie de me parler de sa thèse. Alors après, elle venait d'en sortir, ça faisait 3 4 ans. Là, elle commençait un nouveau poste. Elle a peut-être plus de choses à me raconter sur sa thèse que sur ses travaux qu'elle venait tout juste de commencer. Mais en fait, j'étais pas du tout là pour ça. Et là, on se rend compte que parfois, on a envie d'étaler son projet dans un contexte qui est pas du tout adapté. Le mien encore moins parce que je suis pas en train d'évaluer, hem, comme dans un entretien d'embauche. Moi, je vais pas l'embaucher, c'est juste pour voir, est-ce qu'elle a les compétences dans les travaux qu'elle va me décrire et c'était fou et je sentais chez elle un peu un côté, as incertain ou voilà et après quand j'ai interviewé l'ingénieur, c'était comme sur des roulettes, c'était marketé, c'était packagé, c'était bim baboum et là, je me suis dit: «Mince, c'est exactement l'incarnation de tout ce que je veux pas voir». Un docteur qui a l'air de marcher sur ses œufs et qui est un peu resté bloqué sur sa thèse dans l'académique, versus l'ingénieur qui a l'air d'être, comme un poisson dans l'eau finalement. Ouais, ben c'est, effectivement, enfin ton expérience là est super, c'est très parlant. Hem, ouais, non, tout à fait, enfin, mais parce qu'en fait, c'est aussi la thèse et je pense qu'on fait tous une thèse parce qu'on est passionné, en fait, parce qu'on aime ça. On aime la recherche, moi, ça fait, maintenant un petit moment que j'ai soutenu, mais ça reste quand même un super moment de ma vie et j'en garde un excellent souvenir et c'est sûr que quand, je partage mon expérience de thèse, je le fais, avec plaisir et avec, voilà, beaucoup d'entrain et le sourire parce qu'en fait, je pense qu'on a tous aimé ce qu'on a fait. On a été passionnés par notre sujet de recherche. Heu, c'est effectivement, je pense que les laboratoires de recherche académique sont remplis de gens passionnés Mmh. et c'est aussi des fois cet enthousiasme qui est communiqué. Mais voilà, attention avec qui, à la personne que vous avez en face et avec qui vous partagez, voilà, votre expérience. Mmh. Je pense Ouais, qu'il y ouais, a un faut autre rester point. pertinent. Ouais. Il y a un autre point, hem, où des fois le docteur peut pécher, notamment parce qu'en fait, il a passé, beaucoup de temps dans le monde académique, hein. Licence, master, doctorat, en général, c'est 8 ans et donc 3 ans, les 3 dernières années, dans un laboratoire. C'est le vocabulaire de l'entreprise. Ça, je pense que c'est important de l'avoir en tête. Il faut que vous ayez lors des entretiens, alors pas tout, mais que vous adoptiez le même vocabulaire que la personne que vous avez en face de vous, c'est-à-dire le vocabulaire de l'entreprise. Hem, c'est important parce que du coup, ça montre au recruteur en face que, vous avez déjà fait le switch, vous avez déjà passé le cap de plus être en fait dans un laboratoire académique et ça va aussi permettre
ça vous permet de rassurer la personne et l'interlocuteur que vous avez en face, lui montrer que vous êtes intéressé à ce monde-là et que vous en avez compris les codes et le vocabulaire. Et ça, je pense qu'un ingénieur le fait certainement beaucoup mieux qu'un docteur, parce qu'il n'a pas passé aussi autant de temps dans, dans le monde académique. Mais voilà, ça vraiment, essayer de le travailler, le vocabulaire, la façon dont vous présentez une compétence. euh, je pense que le plus parlant, c'est souvent, voilà, en thèse, on va parler de bibliographie. Je fais de la bibliographie. L'équivalent dans l'entreprise, vous faites de la veille scientifique ou de la veille technologique. Vous voyez, on parle exactement de la même chose. C'est juste le vocabulaire qui change. Et faire de la bibliographie pour des fois une entreprise, on peut se dire, mais en fait, il n'est pas payé à lire des articles, quoi. Voilà. Alors que faire de la veille scientifique, de la veille concurrentielle, de la veille technologique, là oui, effectivement, l'entreprise, ça va lui parler parce qu'elle voit de suite le bénéfice qu'elle peut en tirer. Donc vraiment, essayez, voilà, d'adopter ce vocabulaire-là. Je pense qu'en allant sur Internet, vous allez trouver certainement pas mal de sources qui peuvent vous permettre voilà, d'avoir accès à ce vocabulaire-là. Je pense qu'il y a un autre support aujourd'hui qui peut être intéressant pour vous de travailler, c'est tout ce qui va être notamment, il y a beaucoup de podcasts business sur des sujets qui ne seront pas forcément en lien avec votre thématique, mais voilà, écouter des gens parler qui sont dans le monde de l'entreprise, ça peut aussi vous permettre voilà, de mieux comprendre les codes et le vocabulaire utilisé. Mmh. Je sais pas ce que tu en penses, Alors, Delphine. j'en Sur le vocabulaire, quoi. ouais, ouais, ouais. Mais alors, dans ma petite, checklist des choses que je voulais aborder, dans notre discussion, j'ai marqué, pas de vision business. Ça rejoint un peu, Ouais. ce que tu dis. Alors il y a des termes différents qui vont désigner la même chose, qu'on va plus utiliser dans un contexte, versus dans l'autre. Mais, je repense à moi-même, il y a quelques années. J'avais pas cette vision où, gardez bien à l'esprit que dans un laboratoire académique, vous produisez des connaissances et il y a pas de business model. On n'est pas là pour être rentable ou quoi. C'est la production de connaissances, en tout cas pour ce qui concerne surtout la recherche fondamentale. Après, il y a peut-être des gens qui ont travaillé plus en recherche appliquée. Il y a peut-être des gens qui ont fait des thèses chiffres ou ce genre de choses où on est un petit peu, voilà, dans un contexte déjà plus réel, plus concret, plus terrain. Mais la réalité des entreprises, je pense que c'est très, très marqué dans un type de poste comme le tien, Alexis, en tant que commercial ou chargé d'affaires ou key account manager ou je ne sais plus quel intitulé. Moi, c'est peut-être un peu moins marqué, mais c'est quand même très présent. On a des produits à vendre, on a des clients, il y a un chiffre d'affaires, il y a un business model, on doit avoir une rentabilité et tous ces termes-là, je pense qu'il faut être à l'aise avec. Ça va impacter ce qu'on va faire et comment on va le faire et pendant combien de temps on va se permettre de le faire pour notre client. Et ça, c'est vraiment des réalités, voilà, qui impactent notre quotidien. Voilà, moi, je dois suivre mes temps pour telle et telle mission, voir qu'est-ce qui est rentable de ce qui ne l'est pas. On n'a pas forcément tout ça quand on fait une Ouais. thèse en recherche fondamentale. On va recommencer la manip encore et encore et encore en changeant un peu le protocole, en changeant peut-être hem, je sais pas moi, différentes molécules, j'en sais rien, un autre matériel, bref, vous voyez de quoi je parle. Mais après l'objectif, ça va être d'avoir des résultats, reproductibles et interprétables et voilà, quel que soit votre résultat, même s'il est négatif malheureusement. Mais voilà, tout ça, faut se dire que c'est complètement différent en entreprise et c'est vrai que, mini anecdote de 3 secondes, j'ai une copine ingénieure qui a encadré une nouvelle arrivée dans sa société qui sortait d'une thèse et la personne alors après elle s'est adaptée. Il y a eu un temps d'adaptation, mais au tout début, la personne, elle était là pour satisfaire sa curiosité personnelle. Alors c'est très bien d'être là pour satisfaire sa curiosité personnelle, mais voilà, il y a pas que ça, il y a le service rendu, c'est la vente, c'est la vie de l'entreprise et tout plein de choses qu'on connaît pas forcément avant. Ouais, je Un voudrais peu juste revenir là, sensible. effectivement, sur ce que tu viens de dire. Je pense qu'effectivement, c'est essentiel de toujours le garder en tête.
qu'une entreprise, in fine, son but, c'est vendre un produit ou un service à un client. Et ça, c'est vraiment clé de l'avoir en tête. C'est-à-dire une entreprise qui vend pas, qui ne fait pas de chiffre d'affaires et qui fait pas de bénéfices, qui est pas rentable en fait, c'est une entreprise qui ferme et qui licencie. Donc et ça, je pense, c'est vraiment un point clé à avoir en tête aujourd'hui. Et quel que soit, et c'est exactement ce que tu disais Delphine, quel que soit le poste que vous allez avoir dans l'entreprise, il faut que vous ayez ça en tête. Sur la partie R&D, c'est aussi vrai. C'est-à-dire que peut-être qu'on va vous donner des pistes à explorer en R&D. Vous aurez 3 semaines pour apporter du résultat. Si au bout de 3 semaines, il n'y a pas de résultat ou les résultats ne sont pas satisfaisants, on peut vous dire le projet, c'est terminé. On arrête tout, on fait autre chose. On le voit bien dans des boîtes. Moi, ça peut être certains de mes clients ou des gens qui se retrouvent à changer de projet de recherche et sur des thématiques qui sont des fois pas forcément proches et qui se mettent à devoir shifter du jour au lendemain parce qu'en fait, la stratégie de l'entreprise a changé. Et même sur des postes de R&D, et ben, ils sont aussi soumis à ça. Que si derrière, en fait, ça apporte le, ouais, la partie R&D n'avance pas assez vite, ou en tout cas les résultats ne sont pas satisfaisants par rapport aux objectifs de l'entreprise, ben, c'est des projets qui peuvent pivoter, qui peuvent changer, qui peuvent s'arrêter comme ça, et des fois du jour au lendemain. Donc ça, il faut le garder en tête. Et lors de vos entretiens, il faut que vous arriviez à faire aussi passer ce message-là, que vous avez bien compris que, in fine, le but de l'entreprise, c'est de faire du chiffre d'affaires et d'être rentable, quoi, pour pouvoir vivre et survivre. Aujourd'hui, l'entreprise qui n'est pas rentable, hein, à terme, c'est une entreprise qui ferme. Voilà. Ouais, et et du coup, pour les personnes qui sortent d'un cursus ingénieur, je pense qu'elles ont cette réalité-là, beaucoup plus clairement à leur esprit, et où ça doit se ressentir en entretien, où, bah, elles savent mieux où elles mettent les pieds. Alors après, c'est normal, on peut pas sortir d'un parcours complètement académique et tout savoir comme si on avait vécu, dans une société, et c'est pas ça qu'on vous demande, mais c'est juste, voilà, se renseigner. Tu parlais de podcast, Alexis, tout à l'heure, ou ne serait-ce que, discuter avec des gens. C'est quoi ton quotidien? C'est quoi tes contraintes? C'est Ouais. quoi tes objectifs? C'est quoi ta réalité en travaillant dans une start-up, alors qu'ils fassent de la R&D ou n'importe quoi d'autre? Et d'être un peu familier avec ce vocabulaire, comme tu disais, Alexis, tout à l'heure. Ouais, et finalement, ça rejoint un point qui est le point du réseau, en fait. Et c'est aussi un point qui peut différencier les ingénieurs des docteurs. Souvent, les écoles d'ingé sont très fortes pour ça, pour établir un réseau d'anciens. Et des fois, en fait, tous les ans, une entreprise va prendre 1, 2, 3 jeunes diplômés de telle école d'ingénieurs parce qu'en fait, le PDG vient de cette boîte. Et donc, du coup, c'est comme ça, tous les ans, ils vont recruter X personnes de cette école d'ingé. Je pense que sur tous les points qu'on a cités, où l'ingénieur peut mieux se placer. Alors, il y a plein de points qu'on ne s'est pas attardé dessus, mais il y en a quand même aussi beaucoup où, clairement, le docteur et l'expérience du doctorat apportent des compétences qui sont clairement valorisables et qui vous placent au-dessus, hein, d'un profil ingénieur. Mais là où je voulais en venir, c'est que sur toutes les compétences ou tous les points là qu'on a cités, où finalement la formation doctorale peut avoir des points négatifs versus le diplôme d'ingénieur. Je pense qu'il est important pour vous, là, aujourd'hui, qui vous nous écoutez, c'est d'en être conscient. Et une fois que vous en êtes conscient, c'est de mettre en place des choses qui vont permettre de travailler ces points-là. Le réseau, ok, peut-être que moi, dans mon laboratoire, j'ai peut-être moins de réseau que quelqu'un qui va sortir d'école d'ingé. Delphine, ce que tu viens de citer, je pense, c'est hyper pertinent. Et bien, allez rencontrer, allez échanger avec des gens qui font les métiers que vous visez. Et comme ça va vous permettre de développer votre réseau. Le vocabulaire de l'entreprise, c'est quelque chose que vous maîtrisez pas trop. Bossez ce sujet-là, renseignez-vous, échangez avec des gens qui travaillent en entreprise. Et des fois, vous pouvez aussi échanger avec des personnes qui travaillent en entreprise, mais qui ne travaillent pas forcément dans le domaine des sciences de la vie. J'imagine que vous avez des parents, des frères, des sœurs, des amis qui travaillent dans des boîtes. Demandez-leur qu'elles vous expliquent comment fonctionne la hiérarchie, le système de management, est-ce qu'il y a un vocabulaire particulier. Voilà, intéressez-vous. Ça ne vous servira pas directement par rapport au poste que vous visez parce que vous serez plutôt avec une dominante life science. Par contre, ça va vous ouvrir votre culture de l'entreprise. Et ça, clairement,
ça va vous servir lors des entretiens. Mmh. Ça va vous servir face à un ingénieur, bien évidemment, mais également sur certains postes, si vous êtes en concurrence avec d'autres docteurs, bah, si vous, en fait, vous arrivez à vous démarquer parce que vous avez déjà cette culture de l'entreprise, et beh, derrière, bah, potentiellement, ça va vous permettre de passer les différents niveaux et peut-être, in fine, d'avoir le poste. Mmh. Je pense qu'on peut avancer alors, sous réserve de connaître un petit peu éventuellement les profils déjà recrutés par, la société que vous visez. On peut, heu, on peut tabler sur une belle complémentarité, d'avoir une équipe d'ingénieurs et de dire: «Bah, voilà, osez embaucher un docteur, il y aura, des atouts, une vision différente des choses qui ne sera pas forcément, en dessous ou plus à côté de la réalité, mais qui peut vraiment être complémentaire aux compétences et aux profils qu'ils ont déjà». J'étais en train de me dire ça. Non, mais ça, c'est je pense que tu as entièrement raison et je pense que pour une entreprise, avoir des profils différents, c'est une richesse parce que la façon dont vous allez aborder un problème va pas être la même, qu'une personne qui a pas fait de doctorat dans la méthodologie, dans l'organisation, dans la façon de s'attaquer au problème et ça peut que servir une entreprise parce que voilà, ça peut aussi lui apporter des nouveaux process, des nouvelles façons de réfléchir et finalement, c'est aussi ce que cherche une boîte, hein. C'est, effectivement, il y a des process, de la standardisation, mais il y a certainement des choses aussi à améliorer et finalement, quand on a des nouveaux profils qui rentrent dans la boîte ou dans une équipe, bah, c'est aussi ce que cherche un recruteur, à avoir quelqu'un qui peut-être pense ou fait différemment pour pouvoir, s'offrir bah, de nouvelles perspectives et Mmh. une nouvelle vision. Ouais. D'ailleurs, pour, mentionner un dernier petit truc, assez concret, dans ma réalité du travail, on est, dans mon équipe, on a à peu près moitié ingénieur, moitié docteur et c'est vraiment super chouette quand on rencontre certains cas clients, certaines discussions ou quoi, de faire appel à dire: «Beh, tiens, toi, tu fait une école d'ingénieur, là, j'ai le cas de quelqu'un qui fait ci, qui fait ça», enfin voilà. Ou les ingénieurs qui nous posent des questions par rapport aux thèses parce que forcément ils connaissent moins. Et pour en revenir à ce que tu disais Alexis tout à l'heure, bah, voilà chacun peut avoir ses forces et on peut, bah, essayer d'appuyer voilà sur certaines forces si on a un doctorat. Pour la petite anecdote, dans la société où je travaille, je vous mentionnais tout à l'heure que c'est un métier accessible au bac+5. Mais voilà, on est plus ou moins moitié, bac+5, moitié docteur et la tendance, générale qui s'observe, c'est que les docteurs évoluent plus vite, autonomes, plus vite à prendre plus de clients. Alors après, c'est pas du tout, une vérité pour tous. C'est des bac+5 qui, évoluent bien plus vite que certains docteurs. Mais voilà, c'est une moyenne. Les évolutions les plus rapides et donc évolution de salaire qui va avec, sont, le plus souvent effectuées par les docteurs. Donc voilà, par rapport à la toute première question, Alexis, c'était intéressant de dire, bah, est-ce que je me brime à postuler à un bac+5 ou pas? Ça peut être une réalité de se dire qu'il y a des évolutions peut-être plus rapides ou différentes qui peuvent s'opérer, voilà, selon votre, profil. Ouais et je pense que c'est hyper important de considérer ça, hein. C'est-à-dire au-delà du poste, le premier en tout cas que vous allez avoir en sortie de thèse, c'est aussi, essayer de visualiser l'évolution que vous allez pouvoir, avoir et en général, la différence, on l'a évoqué aussi dans un podcast, hein, se fait pas forcément en sortie de thèse, mais va se faire au bout de 5 à 10 ans et de l'évolution Oui. que vous allez pouvoir, avoir. Écoute Delphine, je pense qu'on a pas mal fait le tour de la question. J'espère que cet épisode vous a plu. On a un groupe Telegram dans lequel on publie de l'information, du contenu sur la thématique de Résilience. Si vous souhaitez nous rejoindre sur Telegram, vous avez un lien en bas de l'épisode. Voilà, rejoignez-nous. Ça permet aussi d'échanger directement avec vous. Ça, c'est le premier point. Le deuxième, pensez à vous abonner à la chaîne YouTube. On a encore beaucoup de personnes, et de plus en plus d'ailleurs, beaucoup de personnes qui nous écoutent et qui ne sont pas abonnés à la chaîne YouTube. Donc voilà, abonnez-vous, c'est important pour nous. Ça permet de nous donner de la visibilité. Voilà, tout à l'heure, là, juste avant, en off, on parlait avec Delphine des écoutes. Et c'est vrai que là, depuis le début de l'année, on a une courbe d'audience qui est en train de partir en mode exponentiel. Donc ça fait vraiment plaisir de voir ces résultats-là, de voir que vous nous suivez de plus en plus, d'également de pouvoir échanger avec vous via ce groupe Telegram,
On a également là tous les mentorés avec lesquels on échange assez régulièrement. Donc voilà, c'est juste incroyable de ce qui est en train de se passer là en début 2023 pour Resilience. Et je pense que c'est que le début. Delphine, est-ce que tu veux que je te laisse le mot de la fin? Est-ce que tu veux conclure cet épisode? Mon Dieu, ah, j'ai rien préparé pour le mot de la fin. Bon, sinon je vais dans ton sens, mais parce que c'est vrai, je trouve qu'on a fait le tour de la question. J'avais pas grand-chose à rajouter. Le mot de la fin, non, mais je pense que l'histoire de pas se brimer, pas forcément tout le temps se comparer non plus. Je pense que se comparer, c'est bien pour prendre la réalité des choses et ne pas se voiler la face. Maintenant, voilà, ayez confiance en vous. Si vous êtes atteint de ce syndrome de l'imposteur auquel j'ai pensé en préparant cet épisode, essayez de travailler là-dessus, c'est encore tout un débat. Mais voilà, prenez confiance, prenez vos responsabilités. Tout ne peut pas être tout fait pour vous, servi sur un plateau. Vous avez aussi votre propre rôle à jouer. Ces petits mots qu'on n'aime pas sur LinkedIn, la façon de vous présenter, Mhm. l'impact que vous voulez avoir. Adoptez vraiment une posture je sais pas, de quelqu'un qui déchire, quoi. Vous l'êtes, vous le déchirez, vous avez de la valeur. Donc voilà, c'est peut-être facile à dire et plus difficile à mettre en pratique. Mais voilà, si vous pouvez en prendre conscience par rapport à tout ce qu'on peut vous raconter dans les podcasts, les conseils, les prises de conscience qu'on peut beaucoup aborder en interview aussi. Il y en a parfois qui ont des espèces de petits déclics. Donc voilà, donc pour recouper avec ce que Alexis disait avant, tous nos contenus, c'est pas que de l'information factuelle, c'est aussi travailler votre perception de vous-même et ça va se répercuter dans votre action et dans la construction de votre projet. Donc on est avec vous, on est derrière vous et puis soyez avec nous avec le groupe Telegram et vous abonner. On est, voilà, tiens, voilà le mot de la fin, chaque individu dans le sens du collectif, un truc du genre, on est une équipe. Voilà. Tout à fait. Je Eh m'enflamme. ben écoute, merci beaucoup Delphine. Merci beaucoup à vous tous de nous avoir écoutés jusqu'à la fin. Là, il y a un truc qui me vient en tête. Ça serait la conclusion Ouh. de la conclusion de la conclusion. Juste par rapport à la comparaison docteur-ingénieur, dans le Visiodoc 2, Ah oui. qui doit être sur notre chaîne YouTube à 3-4 positions avant cet épisode-là, c'était Olivier Simon qui travaille dans l'industrie pharmaceutique et qui fait, qui peut, enfin, qui est amené à recruter. Et justement, il parlait notamment au niveau des CV, CV de docteur versus CV d'ingénieur. Si vous ne l'avez pas fait, allez le réécouter parce qu'il y a quand même pas mal d'infos assez intéressantes à prendre et qui sont directement applicables. Voilà. Super. Encore merci de nous avoir écoutés jusqu'au bout. Si vous êtes encore avec nous au bout de 48 minutes, on vous en remercie vraiment du fond du cœur. Et on vous dit à très bientôt pour un nouvel épisode de Rezaïn. Ciao. Ciao et merci. Bye bye. Salut Delphine, ciao.